La revue de presse grand format, c'est le rendez-vous par excellence de décryptage de l'actualité nationale et internationale de la semaine sur l'Intelligente TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du vendredi 14 novembre 2025. On lève le voile sur le contenu de cette émission juste après cet impératif technique. Législative 2025, le PDCI RDA de Tidjane Thiam entretient le flou, le mystère sur l'identité de ses candidats. Malgré quelques fuites, que peut-on retenir de cette discrétion? Nous poserons la question à nos invités présents sur ce plateau. Pendant ce temps, en face, le parti au pouvoir, le RHDP, a rendu publique la liste de ses candidats retenus pour ces élections. Une liste dont les membres devront affronter des indépendants issus pour certains des rangs même du parti, c'est-à-dire le RHDP. Et puis pour terminer, le mercredi 12 novembre 2025, Alassane Ouattara a présidé le premier conseil des ministres post-élection à l'issue de la présidentielle du 25 octobre 2025. Il s'est engagé à être le président de tous les Ivoiriens. Voilà pour le sommaire de cette émission. Et pour en parler, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois sur ce plateau trois invités. Jean-Hubert Kofo, bonsoir. Bonsoir Khalil. Journaliste à l'Intelligent, chef de service politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste à côté de vous, nous avons Beta Michel, journaliste, directeur, fondateur du journal Le Bélier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à nos auditeurs de l'Intelligent TV. Merci d'être là. Dao Sekou, bonsoir. Bonsoir Khalil. Consultant, analyste politique, ça fait quand même des mois qu'on ne vous a pas vu. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Merci bien Khalil. Il m'a agréé d'être sur ce plateau également pour débattre des questions d'actualité. Merci. Monsieur, merci d'être présent sur ce plateau. Place à la première grande articulation de cette émission, juste après ceci. Le dépôt des candidatures aux élections des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du 27 décembre 2025 s'est achevé le mercredi 12 novembre 2025. Le PDCI a déposé les dossiers de ces candidats sans qu'une publication officielle ne les précède ni ne les suive, même si quelques noms ont fuité. À ce sujet, l'intelligent d'Abidjan, que je vous invite à voir à l'écran avec moi dans sa parution du jeudi 13 novembre 2025, titre à sa une, secret et mystère sur la liste du PDCI RDA. Monsieur, j'ai envie de vous poser cette question pour commencer. Que cache cette discrétion, Dao Sekou, selon vous? Merci bien Khalil. Il faut dire qu'aujourd'hui, le PDCI est à la croisée des chemins. Et donc, au sortir de l'élection présidentielle, où malheureusement le PDCI s'est allié avec le PPACI, ils n'ont pas pu prendre part à ces élections présidentielles. Il se trouve que le PDCI actuellement se trouve dans une phase de reconstruction, surtout après le décès du président Bédié. Donc, ce silence, ou du moins cette discrétion que nous observons par rapport à la liste des candidats à la législative répond à une stratégie bien huilée du PDCI, c'est-à-dire protéger l'appareil PDCI. Parce qu'il faut le savoir, c'est que des polichinelles. Aujourd'hui, ce n'est plus le grand PDCI que nous avons connu au temps du feu président Bédié ou au temps du Houphouët-Boigny. Donc c'est un PDCI aujourd'hui qui a une nouvelle tête, une nouvelle personnalité à sa tête, en l'occurrence le président Thiam, qui est en train de prendre ses marques au sein de cet appareil, et surtout avec la déconvenue lors des présidentielles, le PDCI, comme on le dit, est en train de se chercher. Et donc, dans cette quête-là de stabilité,
il serait pas bien, il serait risqué de bruiter certains noms qui risquent encore d'exacerber cette tension naissante, cette crise larvée qui accourt au PDCI. C'est vrai, le PDCI parle très souvent d'union, d'entente, mais c'est une union de façade. En réalité, le mal il est profond. Il y a beaucoup de dissensions au sein du PDCI actuellement. Je vais faire un peu d'historique, hein, si le temps, si vous me le... Rapidement. Voilà, rapidement. Vous savez, au sein du PDCI, lorsque le président Bédié nous a quittés, Thiam a pris les rênes du PDCI. Mais vous convenez avec moi qu'il n'est pas facile de succéder à un monument comme le président Bédié. Bédié avait pour lui cette notoriété, il avait pour lui cette aura, ce charisme qui font cruellement défaut à Tidjane Thiam. Donc Bédié avait cette facilité d'asseoir sa mainmise sur le PDCI. Ce n'est pas le cas de Tidjane Thiam. Donc sous son magistère, bien sûr, je parle de Tidjane Thiam, il y a des dissensions qui se créent. Et cela crée malheureusement des conflits. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça crée des courants au PDCI. Même si ces courants ne sont pas visibles, il y a 3 ou 4 sortes de courants aujourd'hui qui existent au sein du PDCI. Le premier courant, ce sont ce que j'appelle les gardiens du temple. C'est-à-dire les gardiens du temple, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent au président Bédié, qui veulent continuer la politique de Bédié au sein du PDCI. C'est-à-dire le PDCI modéré, le PDCI républicain, le PDCI démocrate, qui acquiert le pouvoir par la voie républicaine. Et après, c'est ce que j'appelle les gardiens du temple, il y a les rénovateurs au sein du PDCI, qui estiment qu'aujourd'hui, le PDCI étant la croisée des chemins, il lui faut une nouvelle feuille de route, une nouvelle dimension par rapport à la scène politique ivoirienne pour pouvoir mieux s'affirmer. Et à côté de cela également, il y a les pragmatiques, ce que j'appelle les pragmatiques, qui estiment qu'aujourd'hui, le PDCI a besoin d'une alliance forte pour pouvoir s'affirmer, parce qu'étant seul, il lui sera difficile vraiment d'assurer une certaine notoriété. Et en quatrième point, nous avons les jeunes loups dans l'ombre qui, eux également, veulent assumer leur destin. Ils sont restés longtemps dans l'antichambre, donc ils se disent que c'est le moment idéal, le moment idoine pour eux de s'auto-affirmer. Donc, ces 4 courants étant là, et tout cela aspire à des postes électifs, notamment les postes de députés et de maires. Donc, dans ce contexte-là, il revient à la direction centrale du PDCI de faire beaucoup attention, parce que si elle ébruite certains noms, ça risque de créer une implosion au sein du PDCI, d'où cette discrétion observée dans la divulgation des noms des différents candidats. D'accord. Confrère Jean-Hubert. Moi, je pense que cette non-publication de la liste vient quand même montrer que le PDCI, en fait, veut éviter un mal dont souffre aujourd'hui le PPCI. Enfin, je veux dire, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, peut-être, on va revenir sur le sujet qui concerne les candidatures indépendantes. Mais c'est ce mal-là que le PDCI a voulu éviter. Moi, j'étais à le mercredi 12, hein, le dernier jour des dépôts de dossier à CEI. Quand le PDCI est arrivé avec ce dossier, l'équipe du PDCI est arrivée autour de 19h, alors que déjà la CIF devait fermer le portail à 20h. Donc à 20h, tous ceux qui sont venus après, ils ne rentraient plus. Et le PDCI est arrivé à 19h. Moi, j'étais assis dans la salle, j'étais assis dans la grande cour de la CI quand ils sont arrivés. Mais après, j'ai échangé avec quand même quelques cadres du PDCI RDA qui m'ont peut-être que je ne dirai pas les noms, mais qui m'ont dit comme ça qu'effectivement, on a gardé cette liste au secret pour éviter qu'il y ait des candidatures indépendantes. Et quelqu'un comme Diaoufoué, qui est le candidat de Pougon, a découvert là, à CEI, qu'il était reconduit. Voilà, c'est là qu'il a découvert ça. Donc ça veut dire que, voilà, peut-être c'est une stratégie que le PDCI a utilisée et que peut-être que les autres partis devraient peut-être chercher aussi à étudier pour voir comment voilà, couper l'herbe sous le pied à ceux qui veulent forcément être candidats indépendants parce qu'on ne les a pas choisis. Et puis, quand on parle de crise au PDCI RDA, mais les crises, il y en a partout. Voilà, moi je dis que peut-être même que si crise il y a, la crise est arrivée beaucoup trop tard. Parce que normalement, après le décès de Henri Konan Bédié, le parti devait soit voler en éclat, peut-être, ou toutes ces branches qu'il a citées tout à l'heure devaient se faire voir. Parce qu'on sait que Foubani, quand Foubani décidait, le PDCI n'a pas attendu pour exploser. Le RDR n'a pas attendu que Foubani en enterre, ça fait 10 ans, et puis avant de partir. Aussitôt, ils sont partis, donc le RDR. Donc, les crises au sein des partis politiques, notamment après le décès des leaders comme Henri Konan Bédié, comme il est aujourd'hui,
voilà, forcément, ça vient. Ça. Et je me dis que le PDCI RDR est en train de vivre ce moment-là maintenant. Voilà, c'est ce moment-là qui est arrivé un peu plus tard. Et que le parti vit aujourd'hui. Donc, il ne faut pas en vouloir, je veux dire qu'il ne faut pas se tirer les cheveux pour dire mais pourquoi ça arrive. Non, c'est normal. Et ça arrive au moment où le parti a fini. C'est vrai que le parti a boycotté la présidentielle, mais au moins l'élection est passée. D'accord. Et que voilà, je pense que c'est un moment qu'il faut pour renouveler ses effectifs. D'accord. Alors, Beta Michel, vous êtes le directeur fondateur du quotidien Le Bélier, qui en a également fait écho dans son édition du jeudi 13 novembre 2025. Si la régie nous le permet, nous allons voir la une du jeudi 13 novembre 2025. On peut lire ensemble: silence radio, effet choc, le PDCI RDA prend le RHDP de court. Beta, dites-nous pourquoi ce choix éditorial pour traiter cette information? Vous savez, contrairement au narratif que a donné mon co-débatteur, je vais parler de Dao, je pense que c'est dans son esprit. Le PDCI n'a pas de crise comme il a décrit. Vous savez, s'il devait avoir crise, c'était pas, comme l'a dit Kofo, c'est pas maintenant. Après le décès de Bédié, on a vu comment le président du PDCI a été choisi. Il y a eu un plébiscite autour de sa personne, en la personne de Tidjane Thiam. Donc tout ce qu'il décrit, je pense qu'il a l'imagination fertile, mais c'est pas la réalité. C'est dommage. Pour dire quoi? Pour dire que le PDCI aujourd'hui, comme le président Tidjane Thiam l'a dit, gouverner autrement. Autrement, c'est-à-dire mettre en place les stratégies qu'il faut pour avoir moins de chocs entre les militants. Et cela participe, le choix de la discrétion participe à cette stratégie-là. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que tous ceux qui ont été retenus ont été appelés. Ça, je vous le fais cette confiance. Tous ceux qui ont été retenus ont été appelés par la haute direction pour leur dire: tu es retenu, commence à travailler sur le terrain. Donc, c'était fait discrètement pour éviter les chocs entre militants. Parce que tout choix, quand c'est fait de façon comme l'a fait le parti, même quand c'est fait à partir des primaires, il y a des velléités, il y a des personnes qui estiment qu'elles ont été mal choisies, d'autres ont été mal choisies et que c'était elles qu'il fallait. Donc, pour éviter que d'autres s'en donnent à cœur joie dans cette voie des indépendants-là, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui puissent se déclarer. Parce que tous, ils ont signé une lettre pour dire que d'engagement au cas où on ne me prend pas, je m'aligne sur la décision du parti. Mais on le voit malheureusement, certains ne les respectent pas. Donc le PDCI, pour éviter tout cela, a préféré la discrétion. Mais la liste sera publiée. J'attends certainement que la CEI publie la liste le 12. Le 19. Le mercredi prochain, pardon. Le 19 mercredi prochain, lorsqu'elle sera publiée, le PDCI fera sortir sa liste des candidats retenus et les militants pourront vraiment vérifier cela et puis choisir leur candidat et leur voix en fonction du choix de leur parti. Mais pour dire que le PDCI est dans une dynamique, contrairement à ce que beaucoup pensent, le PDCI a traversé déjà beaucoup de crises. On l'a vu sous Bédié, on l'a vu après la mort d'Houphouët-Boigny, le RDR qui est sorti du PDCI, encore que le PDCI est au pouvoir. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui le PDCI est dans l'opposition, mais quand le RDR sortait, le PDCI était au pouvoir avec le président Bédié. Malheureusement, on a eu un coup d'État. Et en 2018, lorsque le RHDP a voulu emporter le PDCI, on a eu une déchirure. Certains cadres sont restés au RHDP pour continuer à suivre leurs partisans qui étaient avec le RDR. Donc, c'est pour dire que le PDCI a connu ces crises les plus graves, les plus grandes, et elle a pu surmonter cela. C'est la maturité d'un parti qui a aujourd'hui près de 75 ans d'existence. D'accord. Voilà, donc vraiment, il faut considérer cela et il faut prendre l'école du PDCI comme une école de formation politique et enseigner ça aux autres partis politiques qui ont du mal à être souvent dans certaines situations à pouvoir dominer et aller de l'avant. Alors, monsieur, même s'il n'y a pas eu de communication publique officielle, comme on le sait, relativement à la liste des candidats, il y a eu quand même des fuites. Et parmi celles, si on peut noter celle qui concerne
Maurice Kakou Gikawe, qui s'est prononcé sur une chaîne de télévision ici en Côte d'Ivoire, où il a donné quelques raisons. Il a expliqué pourquoi il n'a pas été investi par son parti pour ces élections. On va l'écouter et on revient pour en parler. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis député sortant. J'ai déposé ma candidature du parti, en respectant toutes les procédures de la candidature au parti pour le juger. Jusqu'au 12 à 17h, à 16h, il y avait des rumeurs que ma candidature ne serait pas retenue. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 ans. Donc j'ai des amitiés. Donc la commission qui se réunissait. Vous en avez eu des échos? Non, pas des échos. Je peux dire exactement ce que chacun des membres de la commission a dit à mon sujet. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'il ne fallait pas, il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Mais comment... attendez. Et déjà à 11h, nous avions des échos parce que quelqu'un de la direction du parti avait appelé la CEI pour dire de donner le parrainage du PDCI pour Gagnois à un indépendant qui avait déposé qu'on appelle son dossier. Donc le coup de fil est parti du PDCI, mais quand il partait, on m'a dit, donc j'étais alerté. Ensuite, jusqu'à 15h, il y avait... Et il y a 2 députés, je peux les citer, Gozé Seplé, ils s'appellent Enyo Conté, qui ont eu la rumeur, qui ont dit c'est pas normal. Ils sont partis rencontrer la commission. Donc là, c'est pas on. Ils sont partis rencontrer la commission et ils ont discuté à la commission qui a dit que oui, Gikawe, il a été le choix de la base. La délégation l'a choisi, la région l'a choisi et le district du Godibois, au niveau l'a choisi, c'est lui qui a été choisi. Donc il a le choix de la base. Mais nous, après une analyse, le président décide de ne pas prendre la candidature de Gikawe. Donc on ne l'investit pas. Dans ce coup, réaction? Merci bien, Ibrahim. Tout à l'heure, le frère Beda m'a arraché un sourire du coin des lèvres quand il a dit qu'il n'y a pas de crise. Eh bien, l'intervention du professeur Gikawe me donne raison. Il y a une crise qui est réelle au sein du PDC. Il faut éviter la politique de l'autruche, qui consiste à entraver sa vision pour ne pas voir les dangers venir. Pour qu'en ne voit pas les dangers, le danger ne va pas nous atteindre. Il va falloir que le PDCI crève l'abcès. Sinon, le PDCI risque de péricliter. Et malheureusement, je vais le dire, le plus grand diviseur commun du PDCI, c'est le président Thiam. Lorsqu'il a pris les rênes du PDCI, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu viens dans l'arène politique, tu succèdes à un monument de la trempe du président Bédié. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord de venir faire le coco traditionnel que nous faisons ici en Afrique. C'est-à-dire prendre la tâche avec les notables du parti. Et le PDCI, en termes de notabilité, le PDCI en possède. Quand je parle des notables du PDCI, je parle des figures tutélaires du PDCI, des gardiens du temple PDCI. Ce qui n'a pas été fait. Le président Thiam est venu, il s'est imposé comme le Messie, comme le Rodéo, comme le Zorro au sein du parti. Et il s'est pas imposé, il a été élu par les militants. Par tout un mécanisme savamment orchestré pour faire de lui le président du PDCI. Et là, ça crée des frustrations. En termes de conflits, en termes de gestion des conflits, c'est les frustrations qui créent d'abord les conflits. Ça crée des frustrations. Lorsque des ténors du parti se sentent exclus, sont frappés d'ostracisme par quelqu'un qui doit incarner en principe le rassemblement, eh bien, ces gens-là, eh bien, ils restent dans leur coin. Et puis, bon, ils regardent le parti fonctionner. J'ai du mal à comprendre comment un monsieur comme Maurice Kakou Gikawe, qui a été secrétaire exécutif pendant plus de 10 ans, qui est quand même un dinosaure du PDCI, soit mis à l'écart. Pour quelle raison? Donc, il faut le dire. Et il n'est pas le seul. Au sein du PDCI, il y a quand même des caciques, des figures, et non des moindres, qui ont été mises sous l'éteignoir pendant la régence du président Thiam. Or, il aurait pu appeler ces gens-là, procéder à une sorte de concertation au sein du PDCI pour taire les différends, penser les blessures et les plaies, pour repartir de plus belle. Ce qui n'a pas été fait. D'accord. Voilà. Et là, ça crée forcément des frustrations au sein du PDCI. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ça fait qu'on se cache, on procède par de la félonie, par des moyens dolosifs pour choisir des candidats au détriment des uns et des autres. Ce n'est pas responsable. D'accord, c'est bien compris. Alors, comment vous appréciez cette non-investiture
Gikawe par le parti? D'abord, moi, je trouve que c'est quand même un peu triste que de voir que, voilà, comme il a dit tout à l'heure Dao, un dinosaure du PDCI-RDA comme Gikawe ne soit pas investi par son parti. C'est bien triste, mais en même temps, moi, ça ne me surprend pas. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul député sortant du PDCI-RDA qui a été écarté. On peut donner l'exemple d'Olivier Akoto, voilà, le député Daokro, porte-parole des députés du groupe parlementaire du PDCI-RDA, qui lui aussi n'a pas été reconduit par le parti. Mais pour revenir à Gikawe, moi, sa mise à l'écart ne me surprenait pas. Vous vous souvenez que le 1er octobre 2025, il y a eu la deuxième session de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, où on se souvient tous de la scène où les députés du Front commun sont sortis de la salle pour venir dénoncer les conditions dans lesquelles la présidentielle est organisée et le fait que certains des militants de leur parti sont emprisonnés. Mais quand les députés sont sortis de l'hémicycle, Gikawe est resté à sa place. Il n'est pas sorti avec eux. Alors, est-ce qu'il est député? Est-ce qu'à ce moment-là, il se disait député du PDCI ou pas? Non, vous ne pouvez pas ne pas marcher avec les députés de votre parti et puis demander aujourd'hui que le parti vous reconduise. Parce que sinon, si tu entends le reconduire aujourd'hui, il reconduit qui? Encore le gouvernement Gikawe Grincheux? Non, ce sera que moi, en tout cas personnellement, ça ne m'a pas surpris. Ça m'a surpris pour certains, Olivier Akoto, que j'ai appelé hier d'ailleurs, qui m'a dit qu'il ne voulait pas faire de commentaires. Mais en tout cas, c'est que celui qui est candidat indépendant, il serait candidat, il faisait confiance au peuple, surtout au peuple, aux habitants de Daokro pour les lire encore une autre fois. Mais Gikawe, honnêtement, moi, ça ne me surprend pas. Alors, est-ce que cette décision, on se souvient que récemment, Thiam avait fait une déclaration dans laquelle il avait dit que à partir de maintenant, il n'y a plus de tolérance au sein du parti. Est-ce que cette décision s'inscrit dans cette dynamique? Non, moi je veux d'abord, avant de répondre à votre question, revenir un peu sur, je le dis, le narratif de mon co-débatteur Dao, qui parlait de l'incapacité de Thiam à réunir les caciques du parti et toute autre personnalité, au point que ça crée un schisme au sein du parti. Je veux lui rappeler que Gikawe était vice-président, conseiller spécial du président Thiam. Que ce soit Jean-Luc Bion, il était secrétaire exécutif, c'est lui-même qui a refusé. Donc quand Thiam est arrivé, il a réuni tout le monde. C'était estimé qu'ils ne pouvaient plus continuer, ils ont trouvé un autre chemin. Donc pour ce qui est de l'unité du parti, Thiam en a fait sa première bataille lorsqu'il est arrivé. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a réussi? Non. C'est que le fait de réussir, c'est à la longue, on verra. Parce que pour l'instant, ceux qui se plaignent ont été approchés, ont été démarchés. Il a tout fait pour les mettre avec lui pour mener le combat du PDCI. Aujourd'hui, on en arrive au point que l'ex-secrétaire exécutif, je dis, le ministre Gikawe, n'est pas retenu. Mais il faut rappeler qu'avant lui, il y avait Gueye Madi aussi. Il y a eu d'autres secrétaires exécutifs. Donc, c'est pour dire que, enfin, Gueye Madi était secrétaire général. Donc, c'est pour dire que, en fait, il y a des moments de la vie d'un parti où des choix sont faits en fonction de la stratégie et des ambitions du parti. Cela peut expliquer la mise à l'écart de Gikawe, mais sur le narratif qu'a brandi le ministre Gikawe, bon, tout le monde est parti aussi chercher. Donc, on a affirmé que quand ils sont partis déposer la liste des candidats PDCI, le ministre Gikawe avait déjà déposé sa candidature en tant qu'indépendant. Donc, ils ont dû le retirer pour mettre quelqu'un d'autre. C'est ce que certains nous ont rapporté. Donc, c'est parce que lui-même l'a dit. Oui, mais c'est pour dire. Il a déposé ce dossier très tard dans la nuit. Encore que lui dit avoir déposé le dossier à 22h. Donc, je dis que 20h, bon, c'était la fermeture. Donc, on ne peut plus déposer le dossier à 22h. Bon, tu vois, tout c'est. Bon, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, c'est que je dis pour dire que le parti choisit en fonction de sa vision, en fonction de sa stratégie. Et puis, ce n'est pas les seuls postes. Quand on quitte la députation, on va à la mairie. Quand on va après la mairie, on va au conseil régional. Donc, je dis que ces personnalités-là, même si elles n'ont pas été choisies maintenant, à certains postes électifs, elles peuvent choisir à d'autres échéances. Donc, il faut savoir raison garder. Après 2 mandats,
donnés par le parti, il faut souvent voir aussi le triomphe modeste pour dire que c'est le parti qui t'a donné. Si le parti décide de retirer, il faut accepter aussi, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de ces postes-là pour exprimer aussi la voix du parti. Donc vraiment, il ne faudrait pas ramener tout à sa personne et faire croire que, bon, quand on a été écarté, c'est qu'on veut te faire du mal. Non, il y a plusieurs postes encore. Donc il faut que vraiment, comme le président Thiam a dit, il faut que le PDC resserre ses rangs, l'unité du parti pour la bataille à venir. Parce que les législatives, je le dis, c'est un test de démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut que ces Ivoiriens qui se sont battus, tout du moins qui continuent de se battre pour la démocratie, il faut qu'ils puissent trouver le moyen d'aller élire des députés qui ne soient pas ceux du RADP, afin que l'Assemblée nationale ne soit pas monocorde comme elle a été jusqu'ici, au point que les Ivoiriens ont l'impression que leurs députés ne font pas le travail pour lequel ils sont élus. Il faut faire en sorte que l'opposition soit suffisamment représentée pour être un véritable contre-pouvoir au pouvoir RADP qui nous a dit tantôt que les tabourets lui appartenaient. Il faut que le peuple montre que les tabourets, les fauteuils appartiennent au peuple qui le donne à qui il veut et non pas au RADP. D'accord, c'est bien noté, messieurs. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. Et juste après, on pourra nous intéresser au second sujet qui concerne le RHDP à l'épreuve des candidatures indépendantes. Bonsoir et bienvenue. Votre fête de l'actualité nationale et internationale. 2000 combien? Même pas un an, ça fait juste... Non, c'est pas ça fait juste 3 mois. Non, ça fait juste 3 mois. Suivez la revue de presse de l'Intelligent TV tous les jours à 7h30. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé. A besoin de savoir certaines choses. Oui. Et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin. Oui. Et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu. C'est la conséquence qui est là. Non. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas pouvoir, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays ingouvernable. Donc je pense que c'est le pays ingouvernable qu'il a créé. Tous les vendredis à 18h. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Le débat, d'accord, pas d'accord. Personne bien éduquée ne peut pas parler de la médiocrité. Parlons de M. Tidjane Thiam, madame. Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidjane Thiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème. Comme dans une arène, nos invités ancrés dans leurs convictions tentent de convaincre les autres. Avec le débat, tout est dit, tout est su. Mais il y a des preuves où il a fait les achats. Des preuves ici signalent. On achète avec la nationalité. Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. Mais c'est privé, oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Vous voyez. Mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Tous les jeudis à partir de 18h. De retour en plateau pour la suite de cette émission. Vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez la revue de presse grand format. Mes invités sont toujours avec moi, Daoseko, Beta Michel, Jean-Hubert Kofo. Messieurs, on va s'intéresser au deuxième sujet de cette émission. Le RHDP a l'épreuve des candidatures indépendantes pour cette élection de députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Contrairement au PDCI RDA, on connaît tous la liste des candidats retenus pour le compte du RHDP. Mais en face, certains militants contestent les choix opérés par la direction. Ils ont donc décidé de se porter candidat indépendant à cette élection. Kofo, quelle lecture faites-vous de ces candidatures indépendantes qui émergent au sein du RHDP? Je pense que d'abord, c'est le signe d'un parti politique qui vit, qui grouille de cadres. Parce que tout le monde ne peut pas avoir des candidats dans toutes les zones. Dans toutes les zones. Non, je viens. Le RADP a donné quand même des chiffres. Je veux dire, les dirigeants du RADP ont donné les chiffres. On sait qu'il y a 205 localités, circonscriptions électorales, qui donnent 255 postes, sièges de députés. Tous les 255 sièges de députés ont un candidat. Non. Si, on a eu les chiffres, on a échangé avec le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. On l'a vu à la CEI, il nous a donné les chiffres. En tout cas, c'est sur la base de ces chiffres que moi je parle. Okay. Et il a dit que le RADP a même enregistré
hein, pour cette élection-là 700 candidatures, plus de 700 candidatures. Il fallait fouiller dans ces 700 candidatures-là pour voir qui on retient. Donc le RADP, c'est un parti qui a un problème de riches. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. En même temps, quand ça se pose, ça montre aussi que le fait que on n'arrive pas à maîtriser ces cadres. Parce que quand le président Alassane Ouattara, selon les premières informations qu'on avait eues, disait qu'il fallait reconduire tous les députés sortants, et que chemin faisant, ils ont décidé finalement de reconduire, de retirer certains et de reconduire d'autres. Après, ça a créé quand même un dégraissement dedans. Quand on prend par exemple le cas de Sidi Konaté au niveau de Mans, vous voyez que voilà, tout ce que ça crée comme désagrément. Mais ça aussi, c'est cela que moi je dis qu'aujourd'hui, à cette élection-là, le vrai adversaire du RADP, c'est le RADP lui-même. Parce que vous devez avoir des localités où le RADP, le candidat choisi, en face de lui 3, 4, 5 listes indépendants de cadres issus du même parti. Bon, finalement, si vous avez un sérieux candidat du PDCI dans la zone, mais le PDCI, le RADP peut se retrouver avec des voix imitées. Et à partir de ce moment-là, il ne faut pas être surpris qu'un candidat d'un autre parti, puisque c'est une élection, c'est pas une élection en aller-retour, ouais, c'est à tout unique. Donc, s'il y a un candidat qui vient et qui a 20%, et que tous les autres sont en dessous de 20%, vous voyez que voilà, ça pourrait jouer contre le RHDP, clairement. Donc voilà, quand les responsables du parti nous ont expliqué ça, voilà, on a compris que c'était le vrai danger du RHDP, c'était le RHDP lui-même. D'accord. Beta Michel? Oui, mais moi j'ai une autre lecture de cette sortie nombreuse d'indépendants au sein du RADP. Moi, je dis, le président Ouattara est à son dernier mandat. Donc, il est en phase de sortie de l'arène politique. Je dis, au niveau où il est en tant que président. Donc, la bataille interne au sein du parti se joue maintenant. Comment avoir le maximum, un poste électif? Parce que quand le président n'est pas là, si tu n'as pas été élu, mais tu te bases sur quoi pour prendre ta place en tant que cadre du parti, ou bien responsable du parti? C'est le vote qui te donne l'autorité nécessaire. Parce que les postes de cadre, on les change. Tu es DG aujourd'hui, on t'enlève. Le poste nominatif. Donc, c'est là la bataille de la succession de Ouattara se joue déjà. Donc, quand c'est comme ça, le choix même au sein de la direction pour les différents députés, ils l'ont fait en pensant à ce calcul-là. Parce que chacun veut avoir le maximum de députés pour lui, qui sont proches, de sorte que quand la bataille se jouera, il pourra les rassembler pour leur faire, pour qu'ils aillent dans son sens. Donc vraiment, je crois que le RADP est dans une phase critique aujourd'hui. Et cette phase critique, c'est à lui de pouvoir la gérer. Parce que les indépendants seront nombreux. Mais s'il y a même cas à Niama, il y a près de 10 candidats contre le candidat, et puis tous issus du RADP contre le candidat officiel. Je sais que ça va se répéter dans plusieurs zones. Ils ont déposé leur liste. Quand la CEI va publier les listes, on verra réellement. Mais je dis qu'aujourd'hui, le RADP montre sa fragilité. Et puis son président n'est plus aussi, je dis, il ne maîtrise plus presque l'appareil. Parce qu'en son temps, je me souviens que l'élection précédente, il avait menacé les indépendants, mais les indépendants sont allés. Aujourd'hui, il n'a même pas le courage de les menacer. Donc pour vous, c'est la preuve que le président Ouattara ne maîtrise plus... Non, il ne maîtrise plus ses cadres. Non, il ne maîtrise plus ses cadres qui sont dans une posture de succession. Donc la guerre de la succession se joue totalement et ça va, je me demande quels en seront les résultats, mais sinon ça va effriter, émietter durablement ce parti-là qui n'était que, pour nous montrer que ce parti-là n'était qu'une face visible de Nissenberg qui n'avait pas de fond. D'accord. Dao, vous partagez cet avis? Oh, pas totalement, parce que, vous savez, il faut d'abord se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui peut motiver un cadre d'un parti à se porter indépendant, quand bien même le parti ait choisi déjà des candidats officiels? C'est la question qu'il faut se poser. Malheureusement, les gens ne posent pas la question, on verse dans les émotions et on va dans tous les sens. Il y a des raisons, légitimes d'ailleurs, qui motivent les candidatures indépendantes. Première raison, c'est la frustration. Lorsque tu es dans un parti et que tu es conscient de ton parcours politique au sein de ce parti et que tu es conscient de tous les sacrifices que tu as consentis dans ce parti et que, en définitive, tu es laissé pour compte par rapport à un parvenu, entre guillemets, ça crée une frustration et ça peut t'amener
également à pouvoir candidater en indépendant. Mais un parti aussi, c'est la discipline. Quand on je donne d'abord les raisons. On accepte. Je donne d'abord les raisons et puis je donne les raisons qui peuvent motiver les candidatures indépendantes. Donc je n'ai pas la frustration. Le premier point. Le deuxième point, il y a le désir de s'affirmer. Parce que tout ça, ça fait partie également d'une stratégie politique pour se faire voir des décideurs du parti politique. Le désir de s'affirmer. Parce que, comme on le dit couramment, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Donc, lorsque je veux me faire voir, pour également profiter également des bienfaits du parti. Et donc, en me posant comme candidat indépendant, eh ben, ça fait mouche. On parle de moi. Et ça permet à la direction centrale de savoir qu'il y a un élément sur le terrain également qui se porte candidat et ça permet. Mais c'est pas des nouvelles personnes, c'est pas des nouvelles personnalités on va laisser. Mais calme-toi, je suis en train de. Je suis dans une démarche scientifique. J'explique. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément également, c'est justement, comme tout à l'heure, je l'ai parlé par rapport au PDCI, la montée des jeunes loups. Très souvent, en politique en Afrique, c'est malheureux. Tu peux avoir plus de 50 ans, 55 ans, on te considère comme jeune. On estime que tu n'es pas encore mûr, tu n'as pas encore atteint la maturité pour pouvoir briguer des postes électifs. Et donc, ces jeunes loups, aux dents longues également, arrivé à un moment, ils estiment qu'ils sont restés trop longtemps dans l'antichambre. Et donc, ces périodes électorales-là constituent quand même un tremplin pour eux, pour se faire voir. Donc, voilà un peu quelques éléments. Et le dernier élément même, il y a des gens qui ont une certaine notoriété, qui leur sont propres et qui n'ont rien à voir avec l'onction du parti. C'est-à-dire dans la communauté où ces gens-là évoluent, ils ont une certaine notoriété, ils ont un certain charisme, une certaine aura auprès de la population, et ces personnes estiment qu'ils ont tous les moyens pour pouvoir être élus, et donc ces personnes se lancent. Maintenant, par rapport au RHDP, tout à l'heure, j'ai entendu Beta dire que le président Ouattara, il est en posture de faiblesse. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque faiblesse du président Ouattara. Lorsque vous regardez le président Ouattara, ce n'est pas un homme à faiblir. Il tient les rênes de son appareil. Mais pourquoi il n'arrive pas à empêcher ces candidatures indépendantes qui sont de plus en plus nombreuses? Parce que nous, on a été habitués à ce RHDP où à la veille d'une élection pareille, le RHDP fait un communiqué pour dire, bon, écoutez, malheur à celui qui sera candidat indépendant. Bon, cette année, on n'a rien vu. Bon, s'ils n'ont pas fait, c'est que c'est voulu. Voilà, tout ça montre la stratégie politique. En politique, vous savez, en politique, il y a ce que nous voyons et il y a ce que nous ne voyons pas. Il y a beaucoup de stratégies en politique. Tout à l'heure, Koufou l'a dit, donc je termine, il a dit que par le passé, le RHDP interpellait les gens, mais ils l'ont pas fait. S'ils l'ont pas fait, c'est à dessein qu'ils l'ont pas fait. Peut-être que cela répond également à une stratégie pour pouvoir avoir le maximum. Le quotidien La Tribune Ivoire nous apprend dans son édition de ce vendredi 14 novembre 2025 que les premières sanctions à l'encontre des candidats indépendants sont tombées. Le journal va plus loin en dévoilant l'identité des concernés. Kofo, est-ce que ces sanctions permettent de résoudre cette question de candidature indépendante? C'est vrai que par le passé, là, le communiqué dont on parlait qui mettait en garde contre toutes les candidatures indépendantes, c'est vrai que sanctionner tout ça, c'est vrai que ça ne portait pas vraiment, parce que on sait que malgré ça, il y avait quand même des candidatures indépendantes, mais au moins c'était quand même amoindri. Cette fois-ci, je pense que c'est quand même exagéré. Il y a des localités où vous voyez quand même, comme il a dit tout à l'heure, Beta, 5 à 6, 7, 8, 10 indépendants, RHDP contre le candidat RHDP choisi par le parti. C'est quand même énorme. Moi, je pense que ça risque de jouer contre le parti. C'est ça aussi. Parce que, justement, le risque de voir les voix du RHDP émiettées, c'est ça qu'il y a que le vrai risque. C'est pourquoi, justement, le PDCI aussi, à la limite, a là une carte à jouer. C'est-à-dire que, vraiment, c'est pourquoi je comprends un peu le choix du PDCI de ne pas forcément publier sa liste pour pouvoir donner plus de chance à celui qui a choisi quand même d'être le seul candidat de la localité. Comme ça, au moins, il pourrait titiller vraiment le candidat du RHDP qui, lui, en face de lui, aura beaucoup plus de gens de son propre parti contre lui. Je pense que vraiment c'est... Donc vous estimez que le PDCI a été plus stratège que le RHDP sur ce coup? C'est pourquoi au départ j'ai dit qu'il faut que les autres partis quand même s'asseyent et regardent ce que le PDCI a fait, vraiment d'un œil vraiment scientifique pour voir ce que ça peut avoir comme effet bénéfique. Parce que mine de rien, c'est la première fois qu'on voit un parti politique, un grand parti comme le PDCI RDA, même au-delà de ça, mais un grand parti en Côte d'Ivoire,
ne pas publier la liste de ses candidats pour une élection législative. C'est une grande première. Moi, j'ai jamais vu ça. Et jusqu'au dépôt des candidatures, il n'y a pas eu de scène, il n'a pas tombé dessus. À part le fait que voilà, Guikawi a fait tout à l'heure une interview. Voilà. Mais à part ça, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai appelé Olivier Akoto, il a dit qu'il ne faut pas de commentaires. Mais je ne suis pas sûr que des Olivier Akoto, des Guikawi, le PDCI en ait plein comme ça sur le territoire qui vont se confronter aux candidats même du PDCI. Je ne pense pas. Beta, pourquoi sanctionner si au final le parti accepte de réintégrer les indépendants après leur victoire? Parce que tu sais, le RADP souvent, on se demande aussi c'est quoi l'intérêt de ces sanctions. Le RADP nous a habitués à une chose et son contraire. Je me souviens que l'élection législative passée, le président Ouattara a dit, mais en garde, lui-même personnellement, il est sorti pour mettre en garde ces indépendants-là. Après, ils sont venus lui donner, il a pris. Donc, je dis que le RADP, c'est un parti qui, ma foi, bon, nous montre aujourd'hui des aides de faiblesse. Hein, c'est un parti qui manque de structuration réelle. C'est un parti où les appétits sont plus voraces que l'idéologie du parti, parce que finalement on se demande sur quelle base, sur quelle idéologie ce parti-là maintient presque ses militants. Parce qu'aujourd'hui, on le voit en dehors de la personnalité de Ouattara qui a fait en sorte que ce parti-là puisse se maintenir au pouvoir dans les urnes, mais je ne vois pas qui pourra encore jouer ce rôle-là au sein de ce parti-là. Parce qu'il n'y a pas de personnalité qui se dégage réellement, au point que chacun veut jouer sa carte. Et là, je crains fort que le RADP soit mal parti. La première vraiment, ça ne dit rien de bon. Dans ce coup, est-ce que avec cette stratégie adoptée par le RHDP en dévoilant très tôt sa liste contrairement au PDC-RDA, est-ce que ça diminue les chances du RHDP comme le soutien qu'il faut Jean-Hubert? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que cela impacte véritablement le rôle. Avec aussi les candidatures indépendantes, tout ça. Oui, non, même les candidatures indépendantes. Souvent même les candidatures indépendantes sont suscitées. Ça, c'est une réalité aussi en politique. Voilà pourquoi je parle de stratégie. Souvent, celui même que le parti choisit n'est pas le candidat officiel du parti. Mais il y a aussi un risque d'émiettement, comme l'a dit Kofo, des voix. En politique, tout est possible. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on met en place en politique par rapport à la vision qu'on a, par rapport à l'objectif que mais quand tu vois une vision pareille là, c'est pourquoi donc, Beta, on va le laisser parler, s'il vous plaît. Beta, on va le laisser parler. Je veux comprendre. Non, ce qui m'explique. Alors, Beta, vous me laissez parler, vous allez comprendre. Justement, mais laisse-moi parler, Beta. En politique, il y a des non-dits. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer souvent dans certains détails, mais en politique, il y a des non-dits. Moi, je vous fais une confidence. J'ai été candidat indépendant en 2021 aux législatives, ici en Côte d'Ivoire. Dans quelle localité? Non, je vais taire le nom. Voilà. Votre candidature, en 2021. Elle a été suscitée? Non, j'ai candidat indépendant en 2021, ici, à Madinani. Bon, je vais dire en Madinani. Voilà, j'étais candidat. Il y avait quatre candidats. Bon, j'étais candidat indépendant. Donc, je n'avais pas l'onction d'un parti. Voilà, je suis allé en indépendant pour pouvoir m'affirmer à un moment donné. Donc, les candidatures indépendantes, elles ne sont pas mauvaises. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai donné les raisons qui peuvent pousser un cadre à candidater de façon indépendante. Maintenant, les risques qu'il y a, comme tout à l'heure, Koufo le dit, cela, lorsque c'est pas suscité et que c'est fait sous l'effet de la colère et de la frustration, bien évidemment, cela peut émietter les voix des uns et des autres et affaiblir le parti au pouvoir. Mais je pense que souvent aussi, il y a des explications. Lorsque les gens constatent que c'est les mêmes qui sont là depuis des années, et bien finalement, il y a un ras-le-bol qui est ressenti au niveau de la base. Mais s'il est là toujours, c'est la preuve de son ancrage aussi. Justement, lorsque il peut avoir un certain ancrage, ça c'est indéniable. Mais lorsque au fil du temps, cet ancrage commence à s'éroder au sein de la communauté, eh bien, il est bon que ce dernier fasse la passe à l'autre. Mais malheureusement, on a certains élus qui s'arc-boutent à leur position de pouvoir contre vents et marées. Quand bien même l'onction populaire les entourant en train de faiblir, mais ils s'arc-boutent vaille que vaille à ces postes-là. Et cela crée également des velléités de candidature auxquelles on assiste aussi bien
dans tous les partis politiques. Ce n'est pas propre au RHDP, hein, c'est propre dans tous les partis politiques. Chacun a envie de s'affirmer. Alors, Koufo, je veux vous entendre sur cette question-là d'affaiblissement de l'autorité du président Ouattara, dont parle Beta Michel. Non, mais je pense que quand on voit hein, de loin ces candidatures qui pullulent au RHDP, parce que là, le mot est bien choisi, hein, qui pullule, parce qu'il y en a tellement cette fois-ci qu'on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui a cassé. C'est vrai que généralement, quand le président Alassane Ouattara, d'ailleurs même, il se prononce très rarement sur le RHDP, mais le plus souvent, c'est beaucoup plus Gilbert Kafana connaît le président du directoire qui très souvent hein, réagit sur ces questions-là. Non, d'abord le président du directoire, très souvent réagit sur ces questions-là. Bon, c'est ainsi, on ne le voit pas, on n'entend plus trop, mais on imagine que jusqu'à ce que l'élection approche, peut-être qu'ils vont dire quelque chose. Mais ça montre aussi, ça peut aussi montrer le fait que le président Alassane Ouattara, peut-être qu'il ne s'intéresse plus vraiment trop à la chose, il veut dire au débat au sein même du RHDP, peut-être qu'il se prononce juste à peine sur certaines questions, peut-être, mais vraiment ça montre vraiment qu'on a quand même l'impression qu'il y a un peu une sorte de laisser-aller qui a commencé à s'installer, où chacun essaie de batailler pour positionner son bon petit, comme tout à l'heure je lui disais, son bon petit contre un tel, et ainsi de suite. Et ça montre un peu que, c'est vrai, ça peut aussi pas faire penser que l'après-Ouattara commence déjà, parce que c'est celui qui aura le plus de cadres au sein du RHDP. Si aujourd'hui le RHDP, je dis n'importe quoi, finissait par avoir 150 députés, et que sur les 150 députés, le RHDP, comment dire ça, un cadre du RHDP, un cadre particulier parmi, en tout cas, à au moins 100 députés qui sont pour lui, l'après-Ouattara est fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, j'abonde dans le sens de Koufo. Aujourd'hui, lorsque le président Ouattara a dit qu'il va procéder à une transmission générationnelle du pouvoir, eh bien, cela crée forcément des envies au sein de son système. Donc aujourd'hui, on peut assister à travers ces candidatures indépendantes à une guerre de positionnement de certaines cas auprès du président Ouattara. Moi, je ne parlais pas d'affaiblissement du président Ouattara, mais je parle de positionnement à côté du président Ouattara, pour se poser comme étant celui-là même qui est le plus apte à bénéficier hein, de la passe du président. Et donc, ces candidatures indépendantes peuvent entrer aussi dans ce cadre-là. Alors, Beta, vous avez un dernier mot à dire? Non, moi je dis quelqu'un qui s'en va, hein, quelqu'un qui s'en va, son poids pour la succession est mais qui a dit qu'il s'en va? Mais c'est son dernier mandat. Non, mais en 2020, on a dit la même chose. Hein? Qui a dit qu'il s'en va? Il peut manipuler encore la constitution? Non, pas ça. Non, mais c'est ce que vous voulez me faire croire. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il s'en va. Il n'a pas fait son investiture. Non, écoutez. Il n'a pas fait son investiture. Il a fait son deuxième mandat selon la constitution, il s'en va. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission. A tout de suite. Voilà. Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous recevez la revue de presse grand format, le troisième et dernier sujet de cette émission. Le premier conseil des ministres de l'après-présidentielle s'est tenu le mercredi 12 novembre 2025 sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. À cette occasion, il s'est engagé à être le président de tous les Ivoiriens. Et on l'écoute et on en parle juste après. Engagé, je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens, garant de la cohésion sociale et pleinement au service de l'intérêt général. La Côte d'Ivoire, notre pays, est riche de nos différences, qu'elles soient ethniques, religieuses ou politiques. Notre responsabilité à tous est de faire de ces différences une richesse, en mettant nos intelligences ensemble pour bâtir ensemble une grande nation. C'est à ce prix que notre pays poursuivra sa marche vers le développement et que nous construirons une nation forte et respectée. Monsieur, analyse et décryptage de cette déclaration du président Alassane Ouattara. Beta Michel. Oui, on ne pouvait pas attendre, surtout ce propos-là, on ne pouvait pas attendre
plus ça d'un président, qui soit le président de tous les Ivoiriens. Maintenant, dans les actes, c'est là qu'on peut se poser des questions, parce qu'après avoir dit vouloir être le président de tous les Ivoiriens, il entend mener la chasse contre ce qu'il a considéré comme les fauteurs de troubles pendant ces présidentielles-là. Mais il faut se demander d'où viennent les troubles, parce que c'est ça aussi. Vous savez, moi je le dis, quand on a contribué à fragiliser les institutions, quand on a contribué à écarter certains candidats sérieux, mais la contestation, elle est légitime. La contestation, il ne faut pas la criminaliser. Parce que l'impression qu'on donne, c'est comme si ceux qui ont contesté ont mal fait. Mais c'était de leur droit de contester. Elle est constitutionnelle, c'est-à-dire la Constitution permet que quand tu n'es pas content, quand tu estimes qu'il y a une injustice qui t'est faite, que tu contestes cela, ce qui a été fait. Aujourd'hui, si on veut penser nos plaies, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis que le président Ouattara est là, les élections se sont terminées par des tueries, par des morts. Ce n'est pas normal. Si on veut penser nos plaies, il faut chercher les causes. Quand le ministre de la Justice se met devant les députés pour dire « Cette constitution ne peut pas permettre à tel d'avoir un troisième mandat et qu'il ait un troisième mandat », quand le président du Conseil constitutionnel, je vais parler de feu Francis Vaudier, dans son œuvre Conseil constitutionnel 2010-2015, regard croisé, dit que il est sorti du Conseil constitutionnel parce que l'émission tempestive du président dans les décisions du Conseil l'ont amené à démissionner. Tout cela, quand on a entendu ça, on a le droit de penser que les institutions sont fragilisées par la démarche de ceux-mêmes qui sont censés la renforcer. Donc, il ne faut pas aujourd'hui chercher à criminaliser la contestation. Il faut chercher à régler les problèmes de ce qu'on n'en soit pas toujours à contester quand une décision vient de nos institutions. C'est cela la vraie question. Donc, il veut être le président de tous les Ivoiriens. Nous le voulons tous, qu'il soit le président de tous les Ivoiriens, mais il faut qu'il comprenne que ça passe par une justice équitable et non pas une justice une justice dirigée contre un camp qui devient un bâton plutôt qu'une justice. C'est ça la pression. Oui, merci bien Ali. Je suis surpris des propos quand même tenus par mon frère et ami Beta, que je considère comme un intellectuel averti. Mais là, Beta, on va le laisser parler. Ces propos me laissent pantois. J'ai l'impression que je suis en face d'un novice en la matière. S'il vous plaît, on va quand il dit par exemple que le président Ouattara, sous son magistère, à chaque élection, les morts que nous constatons sont de son fait, eh bien, je me dis que Beta fait une mauvaise lecture. Vous savez, depuis la prise de pouvoir du président Ouattara en 2011, nous sommes contemporains de ce que la Côte d'Ivoire était lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. La Côte d'Ivoire était vraiment pratiquement à genoux avec des discours ivoiritaires exacerbés qui ont créé plus de tort à ce pays que Houphouët-Boigny avait réussi à faire une nation. Houphouët-Boigny, parce que c'est ça la vision de Houphouët-Boigny, il fait de la Côte d'Ivoire une nation où les considérations ethniques, les considérations tribales, les considérations claniques étaient vraiment des questions de seconde zone. Malheureusement, il y a certains politiciens véreux qui se sont saisis de ces notions-là, qui ont surfé sur ça, sur des thèses clanico-ethnico-tribales et qui ont suscité véritablement une haine féroce contre le président Ouattara depuis sa prise de pouvoir. Nous sommes tous témoins ici. Des paroles acrimonieuses ont été entretenues contre sa personne au point où aujourd'hui la haine a atteint un niveau en Côte d'Ivoire incroyable. Et ça fait peur, ça fait peur. Il suffit de parcourir les réseaux sociaux, vous allez voir que M. Ouattara, il a bu le calice du mépris, il a bu le calice des injures, il a bu le calice de la médisance, de la calomnie. Mais c'est incroyable. Comment permettre à une population ivoirienne qu'il dirige, mais d'adresser des insanités aux premiers responsables du fait de certains politiques. Et là, il faut vraiment revenir dans les fondamentaux. La politique, ce n'est pas la bestialité, ce n'est pas l'animosité. Lorsqu'on fait la politique, c'est vrai que nous avons des divergences de vues, mais on protège l'épine dorsale qui est notre pays, qui est la nation. Il faut œuvrer à faire la nation. Et depuis sa prise de pouvoir, M. Ouattara, il a œuvré à ce que la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens vivent ensemble, d'où son slogan, le vivre ensemble. Et même ses réalisations témoignent de sa volonté de faire bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire à tous les habitants de la Côte d'Ivoire.
Vous voyez dans toutes les régions. C'est tout ça qui justifie quand il dit qu'il... Justement, il est le président de tous les Ivoiriens. Il ne fait pas de favoritisme. Beta aussi s'interroge. Il ne fait pas de favoritisme. En même temps, quand on dit qu'on s'engage à être le président de tous les Ivoiriens, on demande à la justice d'accélérer les enquêtes pour mais bien sûr, mais être président être président de tous les Ivoiriens ne doit pas faire occulter aussi le besoin de justice. Il y a des gens qui ont commis des impairs. Mais il faut mettre la justice en branle. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. C'est pas parce que je vais être le président de tous les Ivoiriens que je suis permissif, je suis laxiste, je laisse faire n'importe quoi dans mon pays. Ah ben non. Et c'est ça le paradoxe de certains gens de l'opposition en Côte d'Ivoire ici, qui se plaisent souvent à accuser à tort le président Ouattara du fait que la justice est partisane. Non. Mais je ne peux pas diriger sans justice. Des gens ont commis, des gens ont tué. Des gens ont tué des gendarmes en Côte d'Ivoire. Mais sous le prétexte d'une réconciliation ou bien sous le prétexte d'une gouvernance. D'accord. Je veux faire passer ça par perte et profit. J'ai dit non. Vous allez chuter. Vous chutez maintenant. Ok, vas-y, ça va. D'accord. Kofo? Non, moi je pense que le président Alassane Ouattara, le message qu'il a lancé, non, c'est le message auquel on s'attendait. On devait s'attendre, je veux dire, être le président de tous les Ivoiriens. Mais en même temps... Brandy la chicotte, je pense que c'est pas la meilleure posture, c'est pas la meilleure attitude à adopter. C'est vrai qu'aujourd'hui il faut faire fi de la justice. Non, je veux dire que la situation qui a prévalu cette année en 2025, elle est insignifiante à côté de ce qu'on a vécu en 2020. Mais ça n'a pas empêché le président Alassane Ouattara d'aller rencontrer le président Henri Konan Bédié au Golf Hotel. Parce que justement, c'est cette rencontre au Golf Hotel là qui a décrispé l'atmosphère. Mais quand vous dites, après une situation comme ça, que on va accélérer, c'est pas lui qui l'a dit, c'est le Conseil de sécurité qui l'a dit, on va accélérer, demande au ministère de la Justice d'accélérer les procédures, les enquêtes, ça tend à quand même crisper l'atmosphère. Voilà, moi c'est ce que moi je dis. Et je pense que ça, ce message-là, additionnel-là, ne devrait pas être dit. Je pense que le président Alassane Ouattara devait pouvoir trouver un cadre pour rencontrer son frère Laurent Gbagbo. C'est lui-même qui le dit très souvent. Laurent Gbagbo, c'est mon frère, il appelle Laurent, il faut qu'il cherche à le rencontrer. Comme il a rencontré le président Henri Konan Bédié, on connaît les conditions dans lesquelles il a rencontré Henri Konan Bédié. C'était tendu. On était encore de plein pied de la crise post-électorale quand il a rencontré au Golf Hotel. Mais juste après cette rencontre-là, la tension a chuté et tout est revenu au calme. La Côte d'Ivoire n'est pas à sa première élection violente. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu d'élection pacifique depuis 1990. Comme ils disent, une seule année où la Côte d'Ivoire a fait une élection présidentielle, c'est mort, il n'y en a pas. Même en 2015, qui était censé être l'année où l'élection devait être l'élection la plus simple. C'est la conséquence du discours de haine. Parce que Henri Konan Bédié a décidé que ses militants votent pour Alassane Ouattara. Il n'y avait plus rien en face, mais il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Donc, je pense que c'est une mauvaise tradition dans laquelle on est, mais c'est quand même une tradition. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à surpasser tout ça. Le président Alassane Ouattara, il a dit que ce mandat-là sera le mandat de la transmission générationnelle. On considère que, moi je considère que ce sera le dernier mandat du président Alassane Ouattara. Je ne le dis pas, mais je considère, sur la base de ce qu'il a dit, que ce sera le dernier mandat du président Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, il a dit qu'il quitte la tête du PPACI après décembre. Ça veut dire que voilà deux grosses têtes de la scène politique dont les noms ont toujours suscité de la tension à la tête de notre pays qui vont partir. Merci Kofo. Le moment est venu, je vais finir par là, le moment est venu de mettre la balle à terre et que le président mette la balle à terre et qu'il trouve vraiment ce qu'il faut comme solution pour que les tensions baissent. Alors merci, on va s'arrêter là, on ne pourra pas aller plus loin que ça, nous sommes pris par le temps. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Chacun d'entre vous a eu sa prise de parole concernant ce sujet. On n'a pas assez de temps, malheureusement. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour revenir sur ce sujet. Beta Michel, merci. Jean-Yves Kofo, merci. Dao Soko, merci. C'est fini, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. À la semaine prochaine. Bon week-end.